Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief d'un match qui est peut-être le match du maintien pour le FC Nantes. Un point obtenu dans le tonnerre brestois face à une équipe révélation de la saison, avec aussi un concours de bonnes circonstances en faveur du FC Nantes avec des blessures, que ce soit chez le concurrent messin avec la suspension de Mikotadze et les blessures à Brest de Lismelou et Del Castillo qui ont complètement bridé une équipe qui n'avait quasiment plus aucun allant créatif et allant offensif après ces deux sorties sur blessure en première mi-temps. Et bien voilà, tous ces concours de circonstances ont permis au FC Nantes quand même de vivre une soirée plutôt positive en vue d'un maintien qui désormais se rapproche officiellement, puisqu'il reste seulement 2 journées de Ligue 1 et à la moindre défaite de Metz, que ce soit dans le derby à Strasbourg ou face au PSG, certes à domicile, mais ça reste le PSG, il faudra que Metz ne perde pas les 2 matchs, donc c'est déjà possible que dès la prochaine journée, notamment au derby à la Méno, Metz s'incline face à Strasbourg, qui est carrément possible, et dans ces cas-là, Nantes n'aura besoin de prendre aucun point pour assurer son maintien. Donc voilà, donc si en plus ça, le FC Nantes parvient à gagner un de leurs 2 derniers matchs face à 2 concurrents d'ailleurs de Brest pour la Ligue des Champions, Lille et Monaco, et bien dans ces cas-là, Nantes serait déjà officiellement maintenu. Donc Nantes a carrément toutes les cartes en main, et je dirais même pourrait ne rien faire et se maintenir. Donc on est quand même sur une mission réussie de la part d'Antoine Comboiré, qui prouve encore une fois que c'est un leader d'homme qui arrive à sauver vraiment des équipes sur du court terme. Alors est-ce que derrière il va réussir à construire quelque chose, puisqu'en cas de maintien de Nantes, je vous rappelle que ça débloque un contrat de 2 ans par la suite. Ça je suis un petit peu plus sceptique sur l'idée qu'Antoine Comboiré parvient réellement à préparer des choses tactiques. Je pense qu'Antoine Comboiré c'est surtout des choix d'hommes, des choix de capitana aussi, j'aimerais en parler dans cette vidéo, qui me semble aujourd'hui être bénéfique au club. Des choix d'hommes, des choix en l'occurrence aussi de dispositifs, d'organisation. En fait ouais, c'est ça, c'est des choix défensifs, et aussi comment est-ce que derrière tu vas réussir à organiser tes contre-attaques, etc. Parce que finalement quand Nantes a été bon, que ce soit en 2021 ou en 2022, que ce soit en 2021-2022 ou même là avec la fin de saison, c'est toujours quand Nantes joue assez bas et parvient en transition rapide ou en contre-attaque à emmener à être tranchant, à piquer. Donc voilà, c'est évidemment un jeu basé avant tout sur la solidité défensive. C'est pas un jeu protagoniste, comme d'ailleurs fait la très belle équipe brestoise, hein, où voilà, tu vas chercher, tu te bats et puis tu parviens sur des attaques placées à créer des décalages. Enfin voilà quoi, c'est pas le plus beau football, c'est évident, mais ça marche, et sur du court terme, c'est évidemment ce qu'on demandait à Antoine Comboiré, c'était des résultats. Je crois qu'on aurait pu faire les pires matchs du monde, gagner 1-0, je pense que malheureusement on aurait tous signé pour que Nantes reste en Ligue 1. Et du coup, voilà, un maintien qui se rapproche. Alors le match, comment s'est déroulé le match? Et bien première mi-temps, on a senti rapidement que Brest était en grande forme, quoi. Il y avait encore Lismelou et Romain Del Castillo sur le terrain. D'ailleurs, choix assez surprenant de la part d'Antoine Comboiré, et la titularisation de Jean-Kévin Duverne au poste de piston gauche. Jean-Kévin Duverne, la dernière fois qu'il avait été aligné en piston gauche, Nantes avait remporté le match à Toulouse. Et bien là, on l'a vu un petit peu en difficulté en début de match face à Romain Del Castillo, qui on voyait rentrer souvent à l'intérieur, assez haut sur le terrain pour lancer avec des passes mais splendides dans la surface, notamment des joueurs comme Mady Camara qui ont fait pas mal de mal au milieu de terrain, notamment à Moutoussamy. Donc voilà, on a vu quand même des premières offensives brestoises assez dangereuses, notamment des centres également qu'on a pu voir. Une première grosse occasion pour Bradley Loco, une frappe un petit peu en demi-volée que Lafont sort vraiment magnifiquement bien. Lafont qui reprend un petit peu de confiance aussi. En général, quand il réussit sa première parade, c'est plutôt de bon augure, hein. Souvent, comme c'était le cas à Montpellier la semaine dernière, le premier ballon, ça a fini au fond. Lafont était sorti à contre-temps, c'était le tout début de rencontre. Là au moins, voilà, une première parade qui permet aux siens de rester dedans, et de faire même un petit peu mieux que de rester dedans, puisque dans la foulée il va y avoir 10 minutes où Nantes va enchaîner des grosses actions par l'intermédiaire de notre Zinedine Zidane à nous. J'ai évidemment nommé Mathis Sabline qui, depuis le retour de Comboiré, c'est littéralement, il se révèle aux yeux de la Ligue 1. À mes yeux, c'est un joueur vraiment très très fort. Aujourd'hui, il n'a pas la lucidité. On est en Ligue 1, c'est normal de lui en vouloir de rater notamment l'occasion où il dribble le gardien et tire au-dessus. Mais quand je regarde les derniers buts qu'il a mis avec Nantes, qui sont quand même globalement assez durs à la finition, que ce soit la tête face à Nice, la tête face à Lyon, l'extérieur du pied qu'il a mis la semaine dernière face à Montpellier. Et là, même là, si on regarde
vraiment les actions qu'il a. La première action, c'est lui qui se joue de 3 Brestois sur un dribble derrière la jambe d'appui pour pouvoir derrière aller faire son face-à-face avec Bizot. Certes, il va complètement manquer à la finition. Je suis d'accord pour un attaquant, on regarde les occasions qu'il met dedans. Mais il faut aussi regarder la création d'occasions. Et pareil, dites-moi un joueur à Nantes qui a la lucidité d'éliminer le gardien pour pouvoir normalement derrière assurer avec un plat du pied. Là malheureusement il apprend coup de pied, c'est mal joué à la finition, mais son geste d'avant est encore une fois de grande classe. Et puis super passe également de Kadewere. Donc voilà, une chose est sûre, par exemple si ça avait été Florent Mollet qui aurait été à sa place, on le sait tous comment ça aurait fini, il aurait tiré sur le gardien. Voilà, c'est souvent la même chose. Là au moins, il y a eu une tentative, il avait fait le plus dur, il avait éliminé le gardien, mais il tire au-dessus. Et dans la foulée, on sent que mentalement, hop, ça y est, il est sorti de son match. Quand tu rates 2 grosses occasions comme ça, surtout la dernière, où il y avait vraiment le but vide, et bien c'est vrai que tu sens qu'il est, voilà, il est plus du tout dedans. On sentait d'ailleurs déjà sur la frappe d'après, parce que dans la foulée, il y a eu une dernière occasion, une bonne remise de Kadewere qui va revenir sur Ablin, qui va tirer, mais on voit qu'il a tête baissée, il est déjà plus dans son match. Et malheureusement, Nantes a dû faire sans Ablin pour la suite du match. Et donc, en termes de création d'occasion, eh bien, ça a pu donner grand-chose jusqu'à la seconde mi-temps et l'entrée de Mostafa Mohamed qui va délivrer un super centre pour Kadewere qui va complètement se foirer à la finition, même s'il se demandait quand même un geste globalement de bonne classe avec un tacle directement vers le but. Mais malheureusement, c'est parti, ça s'est envolé dans le ciel de Brest. D'ailleurs, normalement, voilà, le ballon est annoncé qu'il va retomber normalement vers le port du Havre, donc attention aux différents visiteurs qui seraient sur le port. Voilà, le ballon de Kadewere devrait être assez dangereux vu la hauteur à laquelle il est monté. Donc voilà, et heureusement aussi pour Nantes, les sorties de Del Castillo et de Lismailou ont complètement bridé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe de Brest qui offensivement n'a quasiment rien créé de la deuxième mi-temps. Et donc, Nantes va aller glaner un point là-bas dans le Finistère. Très bon point évidemment en vue du maintien, un point décisif, d'autant que le match juste d'avant, Metz-Rennes, Nantes s'en sort à merveille, but à la 93e d'un Rennes qui a été mené pratiquement toute la rencontre et qui va venir réussir à l'emporter 3-2 avec un arbitrage vraiment pas en faveur des Messins. Rudy Buquet, on se souvient d'ailleurs de Rennes-Nantes, déjà il c'était vraiment pas en la faveur des Nantais. Là il nous fait bref, je vais pas commencer à me plaindre parce que c'est pas mon équipe et c'est dommage parce que quand je vois l'arbitrage par exemple de Monsieur Turpin ce soir qui est quasiment parfait et qui est dans la lignée des matchs de Ligue des Champions, à savoir on laisse jouer, on prend le temps. Alors déjà, Monsieur Turpin, je pense qu'il voit déjà beaucoup mieux que les autres en temps réel. Il a moins besoin de la VAR que les autres. Alors Monsieur Buquet, qui après visionnage de la VAR va accepter l'exclusion de Mikotadze, qui est évidemment le meilleur joueur de Metz aujourd'hui. Et donc évidemment, ça arrange Nantes que le joueur ait été exclu puisque ils l'auront pas pour le derby. Mais quand je vois ça, quand je vois la raison pour laquelle il a été exclu, que je trouve ridicule, c'est qu'en maximum carton jaune. Et quand je vois aussi le penalty accordé à Rennes sur un contact, comme il peut y en avoir 100 000 dans un match entre Ismaël Traoré et Kalimundo, enfin bref, je suis en train de partir loin là sur Metz-Rennes. Mais bref, Nantes s'en sort très bien. Donc voilà, c'est un point qui fait la différence parce qu'on met du coup Metz à 4 points à 2 journées de la fin. Strasbourg est officiellement maintenu. Je pense que le Havre il devrait être également dans le bon wagon, ils sont à seulement un point de nous. Donc voilà, le Havre qui a justement battu Strasbourg cet après-midi à la Méno, hier après-midi. Non, c'était pas la Méno, c'était au Havre justement. Donc du coup, on commence déjà un petit peu à deviner, je pense. Même s'il n'y avait plus trop de doutes, Clermont et Lorient, je pense que c'est déjà dans le wagon direction la Ligue 2, notamment au vu du jeu qu'ils ne proposent pas ces équipes. D'ailleurs Lorient, on a cru courant de l'hiver, février-mars, qu'ils allaient rebondir. Et non, ça s'est complètement écroulé. Et là je pense que ça y va tout droit. Et Metz, je pense que ça devrait normalement également être barragiste, même si Nantes n'est pas encore officiellement maintenu. Mais là je pense qu'effectivement faudrait... Voilà, je pense qu'on peut quasiment dire que Nantes est maintenu, on verra ça par la suite. Dans tous les cas, il ne faut pas relâcher la pression, il faut aller se battre à Lille, parce qu'à Lille, il y a un autre enjeu la semaine prochaine qui est évident à mes yeux, qui est une série pas possible d'un FC Nantes à domicile, 9 défaites consécutives en comptant la Coupe de France. Dans ces 9 défaites consécutives, je préfère le rappeler, il y a quand même Metz, Clermont,
Laval, voilà quoi, on n'a pas joué contre le PSG, le Real City ou je sais pas qui, hein, c'est vraiment, on a perdu contre ces équipes-là. Comment est-ce que je peux expliquer que Nantes en 2024 c'est une des meilleures équipes à l'extérieur et la pire à domicile? Eh bien c'est assez simple, c'est tout simplement que pour moi, Nantes, alors déjà à l'extérieur, Nantes se place un peu dans un statut de outsider, et que ce soit Gourvenec ou même Comboiré, je trouve que c'est un style qui plaît plutôt bien aux joueurs parce qu'ils sont plus dans un rôle où ils se battent défensivement, et vu qu'ils sont, ils sont à l'extérieur, ils ont moins le sentiment de faire le jeu, ils laissent couler. Et d'ailleurs tu regardes les points que Nantes prend à l'extérieur, Nantes-Lorient, c'est Lorient qui pousse, c'est Nantes qui marque en contre-attaque sur un super but de Castelletto. Nantes-Toulouse, on marque en tout début de match, mais derrière Toulouse pousse tout le match et Nantes va marquer un de plus par Kadewere en contre-attaque. On peut regarder Nantes-Le Havre. Le Havre est très proche du 1-0 avant que Kader Mamba nous offre le raid peut-être du maintien avec 3 points décisifs incroyables en toute fin de match en contre-attaque. Je pense que c'est vraiment un style de jeu qui va bien à l'équipe. Déjà, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour être protagoniste. On n'a pas des joueurs comme peuvent avoir Brest. Je pense notamment, tu vois, Brest, ils ont Del Castillo, on a Florent Mollet. À partir de là, je pense que ça y est, on va jouer en défense, c'est évident. Donc voilà. Les tops et flops du match. Alors, je vais commencer évidemment par les tops avec pour moi le meilleur joueur de la rencontre qui a été Marcus Coco. Alors, jamais j'aurais pensé dire ça un jour dans une de mes vidéos, mais c'est le cas. Ce poste de piston est vraiment le rôle qui lui convient le mieux, mais de tous les postes possibles et inimaginables au foot, peu importe que ce soit qu'il apporte les bouteilles ou je sais pas, peu importe, c'est vraiment le rôle qui lui convient. En latéral, ça le fait pas. En ailier, ça le fait pas. En milieu droit, ça le fait pas. En piston, ça le fait. Donc on va le laisser en piston, on va continuer à jouer à 5 parce qu'il a été vraiment tout simplement très très bon. Alors même si il a pas forcément apporté sur le plan offensif, moi c'est sur le plan défensif qu'il a vraiment été bien. Parce qu'on a vu aussi par moments un Chemert un petit peu, voilà, avec quelques oublis défensifs, et il a fait du bien. Je trouve qu'il a même un peu surpassé son rôle défensif, notamment avec une récupération en toute fin de match où il revient intérieur parce qu'il était au marquage très proche de son joueur. Alors je sais plus qui c'était à ce moment-là du match parce qu'il était repassé à gauche, mais il l'avait bien suivi pour pouvoir récupérer le ballon et ça avait soulagé l'ensemble de la défense. Il a obtenu des bonnes fautes en contre-attaque, je pense notamment à un carton jaune pour Bradley Loco, où il arrive à pousser son ballon, etc. Bon, évidemment, offensivement, on sait que techniquement, c'est pas le meilleur joueur. Les centres, c'est à peu près correct, il arrive à peu près à faire des bons centres. De mémoire, je crois qu'il en a fait, ouais, il a dû en faire un pour Kadewere qui était pas si mal et qui avait. Bon, alors, il me semble que c'était hors jeu, mais Bizot avait sorti un super bel arrêt. Donc voilà, globalement, un très bon match, même s'il n'a pas beaucoup apporté offensivement quand il est monté, il a quand même su voilà, prendre un petit peu plus de profondeur ou adresser des bons centres, ce qui est quand même plutôt rare pour être souligné. Et défensivement, pour moi, voilà, il a été vraiment en mode soldat. J'ai adoré le match de Marcus Coco. Et puis pour enchaîner un petit peu avec les surprises au niveau des tops, Alban Lafont nous a sorti pour moi un très bon match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Alban Lafont, un peu comme on le connaissait d'ailleurs à l'époque avec Comboiré, vraiment voilà, solide, dans le sens où on se sentait rassuré, quoi. À partir du moment où il y avait une frappe, on sait que Lafont était là, etc. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, son premier bel arrêt sur Bradley Loco l'a complètement mis dans le match. Derrière, sur ses sorties aériennes, ou des fois qui étaient un peu périlleuses, il y allait, même si c'était pour boxer. Tout ça, ça fait du bien. On sent aussi que c'est un joueur qui gueule, dans le sens où, à partir du moment où il y a un ballon chaud, qu'il peut y avoir un cafouillage, tout le monde s'écarte parce que je pense que Lafont, il a une voix qui porte. Tu sais qu'il va, il va la chercher la balle. Donc voilà, Alban Lafont nous a fait un bon match. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Globalement, c'est un bon match défensif, hein. Je pense notamment à Palois, Castelletto, peut-être même Chemert qui était un petit peu en dessous. Mais le dernier top, comme vous savez, je suis limité à 3 tops que je vais mettre. Et je trouve d'ailleurs que c'est un joueur qui est globalement au-dessus du niveau de l'équipe depuis bien 6 mois, je pense. C'est Moussa Sissoko que je trouve vraiment fort. Je commence à espérer une prolongation. Alors évidemment, il a un gros salaire. Mais quand je vois vraiment le niveau à laquelle il est, l'ensemble des matchs, il le finit vraiment sur les rotules. Il a un investissement dans l'équipe qui est vraiment très très bon. Il se donne vraiment comme un chien au niveau du terrain. On sent qu'il apporte de par son expérience. Et dans une saison où Chirivella a quand même une sacrée baisse de régime à mes yeux par rapport à ce qu'il était avec Aristouille. Et derrière, hein, je rappelle, t'as quand même Moutoussamy. Bon voilà, c'est quand même pas terrible.
Donc voilà, on se retrouve quand même avec deux milieux qui me semblent être à un bon niveau, que ce soit Douglas et Moussa Sissoko, et j'aimerais bien avoir les deux encore la saison prochaine. Parce que voilà, pour moi Sissoko là ce soir il a vraiment régné. Je voudrais vraiment qu'on me sorte la stat de combien de ballons Moussa Sissoko perd réellement dans les derniers matchs du FC Nantes. Il perd vraiment très peu de ballons. Il a une bonne vision de jeu, il parvient souvent à bien temporiser, sans parler de son abattage physique qui est juste énorme, où il se bat, il fait moins de fautes qu'avant, il s'habitue au rythme de la Ligue 1. Au début il arrivait, il faisait des fautes, il était un petit peu nonchalant, comme il peut y avoir en première ligue, mais par moments des fulgurances, etc. Là voilà, il s'est habitué au niveau de la Ligue 1, il a une certaine régularité sur l'ensemble de la rencontre, que je suis obligé toujours de saluer. Déjà face à Lyon, il avait sorti un très gros match. Je crois que pour être honnête, Moussa Sissoko, c'est un choix de Pierre Aristouille face au Havre de mémoire au mois de novembre où il avait quasiment pas joué depuis le début de saison parce que c'était Augusto chez Level 1. Il joue face au Havre et pour être très honnête, après je crois qu'il est plus jamais sorti du 11. Moussa Sissoko, voilà, qui est vraiment pour moi au-dessus du lot aujourd'hui, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain du FC Nantes, qui est pour moi dans le top 2 ou le top 3 des meilleurs joueurs de la saison au FC Nantes. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de Nantes qui vont peut-être être en désaccord avec ce que je dis. Ça ne regarde que moi, mais je trouve sincèrement qu'il est vraiment dans sa meilleure forme à Nantes et que par rapport au niveau moyen de l'équipe, il est vraiment un cran au-dessus. Donc voilà mon analyse. Donc top Sissoko avec Coco et Lafont. Donc évidemment c'est trois joueurs qui sont quand même pas mal décriés, que ce soit par différents médias ou même par certains supporters, mais en tout cas sur ce match là je les ai vraiment trouvés très bons. Donc voilà, au niveau des flops, alors il y en a un petit peu moins. Je trouve que Tchemert a été un petit peu en difficulté au niveau du plan défensif, avec quelques oublis défensifs. Bon, ça reste un match globalement correct, avec quelques oublis quand même, mais voilà, Tchemert, premier flop on va dire, même si ça a été un bon match pour Nantes, donc c'est quand même assez dur de sortir des flops. Moutoussamy, que je vais quand même pas hésiter à mettre en flop, il a quand même pris l'eau face à Mady Camara. Alors Mady Camara c'est un client, je l'entends, mais bon, on sent quand même qu'il est un cran au-dessus, il est un cran en dessous techniquement, des passes ratées, au niveau du tempo c'est vraiment pas bon. Alors heureusement qu'il court quand même beaucoup, parce que dans un milieu à deux t'as quand même besoin d'avoir des joueurs qui en font des bornes. On a vu Sissoko qui a fini sur les rotules, pareil, Moutoussamy il les a fait les kilomètres, et évidemment qu'il a fait du bien à courir toujours comme ça fait énormément de bien à l'équipe, mais c'est vrai que à partir du moment où quand il faut être dans l'action et ne plus courir, à savoir des vraies interventions défensives, à savoir des passes réussies, à savoir bien aussi marquer son joueur, on le sent un petit peu plus en difficulté, Moutoussamy. Donc voilà, on sait que Sissoko peut appeler en fin de contrat. Moutoussamy l'est aussi, pour le coup. Je pense que peu de supporters de Nantes aimeraient le voir prolonger. C'est mon cas, personnellement. Je pense qu'il serait peut-être temps de passer le flambeau. Moutoussamy est au club depuis quand même 2016, dès maintenant. Ça commence à faire un petit paquet d'années. Et quand je vois le jeune Lohan Doucet qui est plutôt bon avec le Paris FC en Ligue 2, moi j'aimerais bien lui donner une chance, au moins dans la rotation au milieu de terrain, en vue de la saison prochaine. Donc je pense que Moutoussamy d'ailleurs ne devrait pas prolonger l'aventure au FC Nantes. Donc ce sera une affaire à suivre, évidemment. Et alors le dernier flop, on va peut-être dire au niveau de la ligne d'attaque, c'est pas vraiment un flop parce que je trouve qu'il a quand même fait du bien. Benny Traoré a peut-être été par moment il a été bien pris par Brassier, mais bon, à mes yeux ça reste une note d'environ 5 pour Benny Traoré, qui a quand même été plutôt bon. On a vu Kadewere qui a aussi raté des choses, mais il en a réussi d'autres. Globalement c'est un match moyen offensivement pour la ligne de devant. Ablin aurait pu être l'homme du match, au vu des gestes de grande classe qu'il a fait, mais ce qu'il a raté à la finition le fait devenir un joueur moyen sur la rencontre, même s'il a fait des choses complètement dingues. Et puis voilà, je vous ai donné mes tops. Globalement une bonne ligne défensive, mention honorable pour Jean-Kévin Duverne qui a très bien défendu, même si on sait offensivement c'est quand même plus limité, mais il s'est bien battu et je trouve vraiment qu'il a plus apporté que Koza sur les derniers matchs à ce poste-là à gauche, et je pense que c'est un très bon choix de la part de Comboiré. Et un petit mot pour conclure au niveau du capitana. On sait, Antoine Comboiré sur les 2 derniers matchs a remis Alban Lafont capitaine, out Chirivella qui était un cran en dessous. Et bien on voit que le brassard de capitaine a permis à Lafont peut-être de reprendre un petit peu confiance, sans parler de la confiance, même de se responsabiliser davantage. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez également que je continue les débriefs sur cette fin de saison, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier sur le FC Nantes, avec notamment pourquoi pas une vidéo qui devrait sortir bientôt sur 5 joueurs que je verrai bien au FC Nantes l'année prochaine. Donc voilà, restez connectés. En tout cas j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.